fête d'Aïd dans un hôtel 5 étoiles. L'après-midi du deuxième jour de l'Aïd. Alors que les gens se rassemblaient encore autour des plats de ketupa et d'opor, je portais un sac en suivant mon mari vers sa ville natale. Je m'appelle Sari, une employée de bureau mariée depuis 6 ans et qui vit loin de ses parents. Les premières années de mariage, tout semblait encore nouveau. Chaque année, j'essayais toujours de trouver du temps pour rentrer au village de mon mari. Mais peu à peu, j'ai commencé à choisir plus souvent de rentrer chez mes parents. Ce n'est pas que je n'aime pas la famille de mon mari, mais parce que ma belle-mère est une personne assez difficile. Elle aime vraiment prêter attention à chaque mot que je dis. La façon dont je m'habille fait de chaque retour au village un moment tendu. Habituellement, le deuxième jour de l'Aïd, je me repose encore tranquillement à la maison avant de partir pour le village de mon mari le lendemain. Mais cette année, dès midi, ma belle-mère avait déjà appelé, nous pressant de venir immédiatement. Sa voix semblait étrange, plus excitée que d'habitude. Elle parlait plus vite et répétait constamment une phrase. Cette année, la chance de notre famille est bonne. Rentre à la maison, mon fils. Que ce soit animé. Cela ressemble à une salutation normale d'Aïd, mais mon cœur se sent en fait mal à l'aise. Parce que je sais pertinemment que ces dernières années, la situation économique de la famille de mon mari n'était suffisante que pour la nourriture, et qu'ils avaient même dû emprunter de l'argent plusieurs fois pour couvrir les besoins. S'il y avait vraiment plus de chance, il ne semble pas possible qu'elle arrive si rapidement. Dès que le téléphone a été raccroché, j'ai immédiatement chuchoté à mon mari, en disant que je sentais que quelque chose était étrange. Buddy, mon mari, s'est contenté de rire et m'a dit de ne pas trop y penser. Il a dit que maman était heureuse, donc il était normal que nous rentrions à la maison. C'est tout, frangin. C'est le moment de l'Aïd. Ne t'inquiète pas. En entendant cela, je n'ai plus fait de commentaires. Parce que je comprends vraiment la nature de mon mari qui est très mal à l'aise et qui ne veut pas décevoir sa mère. Surtout les premiers jours de l'Aïd, dès que la voiture a tourné dans la porte du village, j'ai déjà senti qu'il y avait quelque chose de différent des années précédentes. La route de terre que j'empruntais habituellement était toujours la même, mais la maison de mes beaux-parents était beaucoup plus animée. Des motos et des voitures étaient garées devant la ruelle. Les gens passaient, le bruit des rires et des conversations se faisait entendre bruyamment. J'ai jeté un coup d'œil à mon mari. Lui aussi semblait un peu surpris, mais il est rapidement revenu à agir comme si rien ne s'était passé. Le sentiment de malaise en moi est soudain devenu de plus en plus évident. Ce n'était plus un vague pressentiment, mais une intuition très réelle. Ma belle-mère est sortie de la cour pour nous accueillir. Son visage montrait une amabilité que je voyais rarement. Son sourire était large, sa voix plus douce que d'habitude. Mais si je regarde attentivement, je reconnais encore le regard caractéristique dans ses yeux. Le regard qui m'a scanné en commençant par le sac que je portais, les vêtements que je portais, puis s'est arrêté plus longtemps que d'habitude. Je sais que peu importe à quel point elle est heureuse, cette habitude ne changera jamais. Dès que je suis entré dans la maison, avant même d'avoir le temps de m'asseoir, j'ai entendu ma belle-mère se vanter auprès des voisins. Voici ma belle-fille qui vient de Jakarta et qui travaille dans un bureau. Vous savez, pour cette Aïd aussi. La phrase semblait un compliment, mais pour moi, cela ressemblait à une pression invisible. J'ai souri légèrement. Dans mon cœur, j'espérais juste pouvoir m'asseoir tranquillement et ne pas être le centre d'attention. Ma belle-mère a continué, sa voix plus haute, c'était l'Aïd après tout. Cela devrait être célébré correctement, n'est-ce pas? Si on le fait de manière médiocre, les gens se moqueront de vous. Des phrases comme celle-ci se répétaient sans cesse. Cela me met mal à l'aise, comme si j'étais utilisé comme référence pour toute la famille. En buvant dans le salon, j'ai remarqué que certains parents qui étaient arrivés plus tôt étaient occupés à discuter. De temps en temps, ils me regardaient et chuchotaient. J'ai vaguement entendu des phrases comme grand repas, traitement somptueux, cette année doit être différent. Ce qui m'a surpris, c'est que personne ne mentionnait l'argent. Comme si c'était une chose normale et qui n'avait pas besoin d'être discutée. C'était précisément le silence sur ce sujet qui me faisait sentir que quelque chose n'allait pas. En tant qu'employé de bureau habitué aux chiffres et aux détails, j'ai commencé à observer plus attentivement. En commençant par la façon dont ma belle-mère parle aux parents jusqu'à l'attitude de mon mari quand il entend les discussions sur les dîners de fête. Il souriait beaucoup mais son sourire était raide et mal à l'aise. Je lui ai demandé doucement, frangin, qu'est-ce qui ne va pas?
Il s'est contenté de secouer la tête et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Assise au milieu de cette maison familière, je me sentais en fait comme une étrangère. Tout autour de moi semblait normal, mais quand on le mettait ensemble, cela créait un sentiment difficile à décrire. J'ai essayé de me calmer. Peut-être que je réfléchis trop. Moment d'Aïd, tout le monde veut s'amuser. C'est probablement normal de se vanter un peu, mais peu importe à quel point j'essaie, le sentiment de malaise ne s'en va pas. Il m'a suivi depuis la porte du village jusqu'au salon, silencieusement mais avec persistance. Comme pour signaler que ce retour à la maison pour l'Aïd ne serait pas aussi simple que d'habitude. Le repas de cet après-midi a été servi assez tôt, rien de trop spécial. On servait encore des plats d'Aïd comme l'opor de poulet, le rendant et le sambal de foie frit encore chaud. Les plats semblaient simples, tout comme les années précédentes. J'étais un peu soulagé en pensant que je m'inquiétais peut-être trop et que tout était encore normal comme les autres Aïd. Mais après seulement 10 minutes assises, j'ai réalisé que mes pensées allaient trop vite. En servant la nourriture à tout le monde, ma belle-mère a dit d'un ton très naturel, « Mangez juste cela tel quel, il y a un grand repas ce soir. » Cette phrase m'a fait lever la tête par réflexe. J'ai regardé autour de moi, certains de mes parents semblaient aussi s'arrêter un moment, puis ont rapidement souri aussi, comme s'ils connaissaient ce plan depuis longtemps. Mais je n'en avais absolument aucune idée. J'ai demandé avec hésitation, en essayant de garder une voix légère. « Qui a-t-il ce soir, maman ?» Ma belle-mère a ri. Un rire qui n'était pas entièrement joyeux, plus comme une vantardise. On appelle ça aussi célébrer l'Aïd. Mon fils, cette année, faisons en sorte que tous les parents sachent que notre famille n'est pas inférieure aux autres. Après avoir dit cela, ses yeux ont rapidement jeté un coup d'œil à plusieurs parents assis à côté d'elle, comme si elle attendait leur approbation. Et bien sûr, une tante du côté du mari a immédiatement hoché la tête et la félicité. Cette mère a vraiment de grandes idées. De nos jours, les gens célèbrent l'Aïd à l'extérieur pour avoir l'air moderne. En obtenant du soutien, ma belle-mère est devenue plus enthousiaste. Elle a commencé à raconter qu'une autre famille du village avait l'année dernière traité tous ses parents à un repas dans un hôtel de luxe. La photo avait été publiée sur les réseaux sociaux. Tout le monde était émerveillé, a-t-elle dit. Puis elle a dit quelque chose qui semblait léger mais qui me pesait lourdement. Si notre famille mange toujours à la maison, ils penseront que nous sommes rustiques. J'étais assise tranquillement, ma main tenant le bol de riz, mais ma gorge semblait sèche. Les coûts estimés pour un repas aussi somptueux ont commencé à apparaître dans ma tête. Je voulais dire quelque chose, mais en regardant autour de la table, tout le monde semblait si enthousiaste. J'ai réalisé que si je protestais maintenant, je gâcherais l'atmosphère de l'Aïd. Plusieurs autres parents sont intervenus, félicitant ma belle-mère pour sa prévoyance et son souci de la réputation de la famille. Les compliments m'ont rendue encore plus confuse. Je me suis tourné vers mon mari, en espérant qu'il dirait quelque chose pour alléger l'ambiance. Mais il est resté silencieux. Budi a pris un morceau de rendant pour sa mère, a souri maladroitement, puis a baissé la tête pour continuer à manger, évitant mon regard comme s'il ne voulait pas s'impliquer. J'ai commencé à observer plus attentivement. Tout au long du repas, ma belle-mère continuait à orienter la conversation autour de l'argent. Mais d'une manière très détournée, elle ne demandait jamais directement qui paierait ou combien cela coûterait, au lieu de cela elle insistait sur l'importance d'être intelligent en affaires. De nos jours, il faut être intelligent pour trouver de l'argent, a-t-elle dit. Puis soudain elle s'est tournée vers moi et a demandé très naturellement, « Sari, ton travail au bureau se passe bien, n'est-ce pas? Ton entreprise va bien, n'est-ce pas ?» La question semblait une simple préoccupation, mais je sentais que ce n'était pas si simple. J'ai répondu de manière décontractée, en disant que le travail était toujours comme d'habitude, la fin d'année est toujours chargée. Ma belle-mère a hoché la tête, ses yeux me regardant plus charplis. Ton revenu doit être stable, hein? J'ai souri faiblement, répondant simplement pour terminer la conversation. Mais à l'intérieur, je commençais à me sentir mal à l'aise. C'était comme si j'étais interrogé. J'ai remarqué. Chaque fois que je donnais une réponse vague, ma belle-mère se contentait de hocher la tête. Son expression était comme si elle avait déjà obtenu les informations dont elle avait besoin. Elle ne pressait pas, ne montrait pas une curiosité excessive, mais c'était précisément son attitude précise qui me donnait la chair de poule. Je sentais qu'elle assemblait de petits morceaux d'informations selon un plan que je ne pouvais pas encore voir.
Le repas du soir s'est passé dans une atmosphère à moitié joyeuse, à moitié maladroite. Tout le monde riait et se saluait pour l'Aïd. Mais je ne pouvais pas du tout profiter de ma nourriture. Je mangeais très lentement, mes oreilles en alerte, écoutant chaque mot que disait ma belle-mère. Et fidèle à mes soupçons, avant que nous nous levions pour débarrasser les assiettes, elle a prononcé une phrase qui m'a stupéfaite. Sa voix n'était pas forte, mais suffisante pour que tout le monde à table l'entende. Une femme avec un emploi stable devrait pouvoir être comptée sur par sa famille quand c'est nécessaire. À première vue, la phrase était très générale et pleine de conseils, rien de mal à cela. Mais après l'avoir dite, elle ne regardait personne d'autre que moi. Le regard dans ses yeux m'a fait comprendre que la phrase n'était pas dirigée en général, mais directement vers moi. J'ai arrêté de bouger. Mes mains, alors que je débarrassais les bols, ont ralenti. À ce moment-là, j'ai clairement senti les regards de ceux qui m'entouraient. Personne n'a commenté, mais le silence semblait plus lourd que 100 mots. Soudain, j'ai compris que, aux yeux de ma belle-mère, et probablement de tous mes parents, je n'étais pas seulement une belle-fille, mais aussi quelqu'un automatiquement considéré comme capable quand c'était nécessaire. Je me suis levé et j'ai porté les assiettes sales à la cuisine. Mon cœur était en tumulte. Les mots de ma belle-mère continuaient à résonner dans ma tête. Encore et encore, j'ai commencé à assembler tout. Depuis l'appel téléphonique nous pressant de rentrer cet après-midi, jusqu'à son attitude incroyablement enthousiaste, jusqu'à l'histoire du dîner luxueux plus tard. Tout cela ne semblait plus des morceaux aléatoires, mais commençait à former une image que je ne pouvais pas prendre à la légère. Quand je suis revenu dans le salon, j'ai regardé autour de moi. Tout le monde riait encore, comme s'il ne s'était rien passé. Seul mon cœur était lourd. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ce retour à la maison pour l'Aïd n'était pas seulement un simple rassemblement et dîner, ce que j'avais auparavant pensé n'être que le début d'un plus gros problème qui m'attendait. Vers 18 heures. Alors que tout le monde était encore assis et discutait dans le salon, ma belle-mère s'est soudain levée et a frappé dans ses mains plusieurs fois pour attirer l'attention de tous. Elle a dit d'une voix claire, « Préparons-nous tous. Ce soir, nous mangeons dans un hôtel décent. J'ai déjà réservé un endroit. » Les mots ont été prononcés fermement, non pas comme une invitation, mais comme l'annonce d'une décision finale. J'ai été stupéfaite un moment. Un hôtel 5 étoiles dans cette petite ville n'était pas inconnu, mais la famille de mon mari n'y avait jamais mangé auparavant. Les années précédentes, nous avions seulement mangé dans un simple stand de nourriture près du marché. L'atmosphère était chaleureuse et intime. J'ai regardé autour de moi, attendant la réaction de tout le monde, et la plupart ont hoché la tête comme s'ils connaissaient déjà le plan. J'étais la seule à avoir l'air surprise. Prenant mon courage à deux mains, j'ai chuchoté doucement, mais suffisamment pour que ma belle-mère entende. « Pourquoi ne pas manger à la maison, maman ? Ce sera plus chaleureux. En plus, c'est encore l'Aïd, et courir dans tous les sens est fatigant. » Je pensais que c'était une suggestion raisonnable, pas trop contestable, et qui n'embarrasserait personne. Mais dès que j'ai fini de parler, le ton de ma belle-mère a changé. Son sourire qui avait fleuri a disparu. Elle m'a regardé et a dit lentement, « Tous les parents le savent déjà. Ne fais pas honte à maman. » Cette phrase semblait être le point final pour toutes les autres opinions. J'ai senti plusieurs paires d'yeux de parents fixés sur moi. Ce n'était plus un regard amical, mais un regard jugeant. Comme s'ils attendaient de voir si j'oserais argumenter à nouveau. Je sais très bien. Si je continue à refuser maintenant, je serai marqué comme une belle-fille ingrate aux yeux de toute la famille. Mon mari à ce moment-là m'a tiré dans le coin de la pièce, sa voix basse. 6. Sois un peu patiente. C'est l'Aïd. Ne discute pas. S'il se passe quelque chose, nous en parlerons à la maison. Je l'ai regardé en voulant lui demander s'il savait quelque chose. Mais son regard détourné m'a laissé sans voix. Je me sentais comme poussé dans une situation préfabriquée sans issue. Si je n'y vais pas, je serai mal vu. Mais si j'y vais, mon cœur sera très inquiet. Toute la famille a commencé à se préparer. Ma belle-mère marchait en ordonnant ceci et cela d'une manière très décontractée. Pas du tout comme quelqu'un qui mange dans un hôtel de luxe pour la première fois. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi et m'a donné un message très détaillé. N'oublie pas d'apporter ta carte d'identité, mon fils. Allez dans un endroit luxueux pour être en sécurité. J'ai été surprise d'entendre cela.
Aller manger l'Aïd comme d'habitude. Pourquoi rappeler à une belle fille d'apporter sa carte d'identité? Je voulais demander, mais en voyant son visage sérieux, j'ai changé d'avis. Je suis entré tranquillement dans la chambre, j'ai ouvert mon sac pour vérifier doublement mes affaires. À ce moment-là, j'ai pris le collier que ma mère m'avait laissé et je l'ai porté. Le collier n'était pas cher, mais c'était le seul souvenir que j'avais d'elle. Je ne le porte que lors d'occasions importantes comme un moyen de me calmer. Quand la tâche du collier a été fixée, j'ai pris une profonde inspiration, en essayant de me convaincre de ne pas trop réfléchir, mais mon cœur se sentait encore lourd. La voiture a commencé à bouger. J'étais assise au rang arrière à côté de mon mari. Devant se trouvaient la belle-mère et plusieurs parents. Dans la voiture, les conversations ne sont plus aussi animées qu'à la maison. Ma belle-mère continue d'envoyer des SMS et d'appeler. Sa voix était douce mais semblait pressée. De temps en temps, elle tournait son visage vers la fenêtre comme si elle ne voulait pas être entendue. J'ai remarqué. Chaque fois qu'elle finissait de parler, elle me jetait un coup d'œil dans le rétroviseur. Son regard était difficile à lire. Je me suis tourné vers mon mari, en ayant l'intention de demander de quoi parlait sa mère. Mais il s'est contenté de secouer la tête très lentement, me faisant signe de me taire. Son attitude m'a rendu encore plus anxieuse. J'ai commencé à me souvenir des choses que nous avions dites au dîner cet après-midi, depuis l'histoire du grand repas jusqu'à l'insistance sur mon emploi stable. Tout cela, combiné à l'exigence d'apporter une carte d'identité, signifie que je ne peux plus considérer cela comme un repas d'aide ordinaire. Après environ 15 minutes de route, nous sommes arrivés. L'hôtel se dressait majestueusement devant moi avec des lumières scintillantes. Beaucoup plus luxueux que je l'imaginais. C'est l'hôtel le plus luxueux de la ville. Un endroit que je passe souvent mais où je n'avais jamais pensé me rendre avec toute la famille de mon mari lors d'un Eid. Dès que la voiture s'est arrêtée, mon cœur a commencé à battre plus vite. J'avais l'impression d'entrer dans un monde complètement étranger. Tout le monde est descendu de la voiture un par un. Les parents semblaient très enthousiastes à arranger leurs vêtements, riant bruyamment. Pendant ce temps, alors que mes pieds touchaient le sol en marbre poli devant le hall de l'hôtel, mon cœur était rempli d'un sentiment difficile à décrire, pas une peur réelle, mais un vague sentiment de méfiance. Comme si j'entrais dans un problème. Même si je ne savais pas ce que c'était, j'ai marché à l'arrière en suivant le dos de ma belle-mère alors qu'elle menait le groupe à l'intérieur. Au milieu de ces lumières scintillantes, je me suis soudain senti si petit et perdu. J'ai serré fermement la sangle de mon sac. Ma main a inconsciemment touché le collier autour de mon cou, me chuchotant à moi-même de rester vigilante. Parce que j'ai un sentiment très fort. La décision de dîner ce soir n'était pas seulement à propos du repas, mais une porte qui venait de s'ouvrir et qui me menait dans une série d'événements dont je ne pouvais pas encore prédire l'impact. Dès que j'ai mis le pied dans le hall de l'hôtel, j'ai inconsciemment ralenti mes pas. La vue devant moi m'a stupéfaite. Au plafond, lustre en cristal scintillant, sol en marbre qui rebondissent à chaque pas, et le parfum doux qui flottait dans l'air. Une musique instrumentale mélodieuse se faisait entendre faiblement. Tout cela semblait trop luxueux comparé au mode de vie de la famille de mon mari. J'ai déjà voyagé pour affaires hors de la ville, j'ai assisté à des fêtes dans des endroits comme celui-ci. Mais y aller avec toute la famille de mon mari lors d'un moment d'Eid comme celui-ci est la première fois. Et cela semble complètement inconfortable. Contrairement à moi, les parents qui marchaient derrière moi semblaient très heureux. Certains ajustaient leur col de chemise, certains se peignaient les cheveux, certains sortaient leur téléphone portable et étaient occupés à prendre des photos. Certains se tenaient même au milieu du hall, posant et riant bruyamment, comme s'ils craignaient que les autres ne sachent pas qu'ils étaient dans un endroit luxueux. J'ai vaguement entendu des commentaires comme cela faisait longtemps que je n'étais pas allé dans un endroit comme celui-ci ou waouh, cette année notre famille monte en classe. Ces phrases ne sont peut-être pas destinées à se vanter, mais quand elles sont combinées, elles créent une étrange impression. C'est comme si tout le monde essayait de prouver quelque chose. Ma belle-mère marchait devant, montrant le chemin. Ce qui a attiré mon attention était son attitude. Elle ne semblait pas du tout maladroite, ne demandait pas au personnel et ne semblait pas gênée comme quelqu'un qui entre dans un grand hôtel pour la première fois. Ses pas étaient très confiants, son discours à la réceptionniste était court et clair, comme si elle était déjà habituée à cet endroit. Je suis resté derrière à la regarder. Une question m'a traversé l'esprit. Mais ensuite je me suis réprimandé pour être trop suspicieuse. Quand nous avons été conduits dans la salle à manger,
j'ai réalisé que tout avait été arrangé. Une grande table était dressée avec une nappe blanche propre. Les assiettes et les couverts étaient disposés soigneusement. Et sur chaque chaise il y avait un menu placé sur une assiette. Tout le monde a rapidement pris place, discutant bruyamment. En m'asseyant, j'ai réalisé que ma position était un peu isolée. Ni au milieu de la table ni près de la belle-mère. Personne n'a commenté, personne n'a demandé si je voulais changer de place. Tout s'est simplement passé, mais c'était cette normalité qui me faisait me sentir comme une étrangère. J'ai vu mon mari assis à une place de distance de moi. Entre nous il y a un autre parent. J'avais l'intention de lui demander de changer de place, mais il a juste souri maladroitement et est retourné discuter avec la personne à côté de lui. Je suis restée silencieuse, en essayant de me convaincre que j'étais peut-être trop sensible. Les serveurs ont commencé à aller et venir. Ils se déplaçaient gracieusement, parlant à voix basse. Leur attitude est très professionnelle. Parmi eux, j'ai remarqué une jeune fille. Sa stature est petite, son visage est amical. Chaque fois qu'elle passait devant ma table, elle me regardait toujours un peu plus longtemps. Pas un regard curieux, mais un regard qui semblait observer mêlé à quelque chose de difficile à interpréter. J'ai capté son regard plusieurs fois, mais chaque fois que je regardais en retour, elle détournait rapidement le regard et continuait son travail. Le sentiment ne m'effrayait pas, mais me semblait très familier. C'est comme si je l'avais rencontré quelque part. J'ai essayé de me souvenir, mais en vain. Finalement, je l'ai simplement ignoré. Pensant que j'étais peut-être juste trop nerveuse donc tout semblait bizarre. Ma belle-mère a ensuite commencé à commander la nourriture. Elle tenait le menu, y jetait un coup d'œil, puis appelait le serveur et parlait fort pour que toute la table puisse entendre. Commandez juste les plus délicieux. Aujourd'hui ma famille me traite. Le serveur a hoché la tête en prenant des notes sans demander plus sur le prix. J'étais assise là. Mes mains sont sur la table. Mon cœur bat plus vite. J'ai baissé les yeux sur le menu devant moi, lisant les petits chiffres imprimés à côté des noms des plats et mon cerveau a automatiquement commencé à calculer. Un par un, fruits de mer importés, bœuf de qualité premium, vin de l'étranger. Les chiffres dans ma tête sautaient rapidement, bien au-delà de mes attentes. Pour un dîner date ordinaire. Ma gorge semble sèche. De la sueur froide a commencé à mouiller mes paumes. Je n'osais rien dire. Juste écouter tranquillement ma belle-mère commander plus de nourriture d'une voix excitée. Je me suis tourné vers mon mari, en espérant qu'il parlerait ou au moins me donnerait un regard rassurant. Mais il a juste souri rigidement, ses yeux détournés, comme s'il ne voulait pas affronter mes inquiétudes. Son sourire ne m'a pas calmé. Au contraire, il montre davantage qu'il est aussi confus. C'est juste qu'il a choisi de rester silencieux. La nourriture commence à être servie. Les parents ont halté d'admiration, louant la nourriture délicieuse et somptueuse. L'atmosphère à table semblait très animée, mais mon cœur devenait plus lourd. Je mange sans pouvoir goûter le goût. Mon esprit tourne juste autour de questions sans réponse. Pourquoi ma belle-mère a-t-elle décidé ce repas si soudainement? Pourquoi semble-t-elle si familière avec tout le monde? Et pourquoi au milieu de cette fête est-ce que je sens comme si j'étais lentement faite partie de quelque chose que je ne veux pas du tout? J'étais assise là parmi les lumières vives et le son des rires tout autour. Soudain j'ai réalisé une chose très clairement. Ce n'était pas la fête que je voulais, ni quelque chose que j'attendais. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais attiré au centre petit à petit. Et ce sentiment me donnait la chair de poule. Parce que je comprends, une fois que vous vous êtes assis à une table, il y a des choses qui ne sont pas si faciles à laisser derrière soi. Les plats principaux continuaient à arriver. Une assiette vient d'être placée, une autre est déjà servie. Les serveurs se déplaçaient sans arrêt. Le son des assiettes et des couverts s'entrechoquant doucement se faisait clairement entendre dans la pièce calme et luxueuse. L'atmosphère parmi les parents de mon mari devenait de plus en plus bruyante. Certains trinquaient, certains riaient fort. De l'extérieur, cela ressemble vraiment à une célébration d'Aïd festive et prospère. Cela fait penser à quiconque le voit que notre famille est très harmonieuse et aisée. J'ai levé mon verre juste un peu, mais j'ai à peine bu. La nourriture devant moi était magnifiquement arrangée. Elle devait avoir bon goût, mais je pouvais à peine la goûter. Je levais la cuillère et la fourchette puis les reposais. Je mange juste ce que je peux. La plupart de mon temps,
je le passais à observer. J'observais la façon dont ma belle-mère parlait, la façon dont elle riait, la façon dont elle trinquait avec tout le monde, et surtout la façon dont elle se tournait occasionnellement vers moi, appelant mon nom très naturellement. Chaque fois que la conversation à table tournait autour des affaires, de l'argent ou du travail, ma belle-mère impliquait toujours habilement moi. Parfois elle disait, « Sari travaille dans un bureau, elle doit être bonne en affaires administratives. » Une autre fois, elle riait en disant aux autres, « Avoir une belle-fille avec un emploi stable est en effet rassurant. » À première vue, ces mots ne semblaient pas étranges, ils semblaient même des compliments. Mais à mesure qu'ils étaient répétés encore et encore, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'ai réalisé que ma belle-mère ne mentionnait pas mon nom au hasard. Elle choisissait le bon moment quand la conversation était centrée sur l'argent, les dépenses ou les responsabilités familiales pour m'y impliquer. De cette façon, aux yeux de tous, j'étais progressivement placé dans une position très claire, quelqu'un capable et fiable. J'ai compris que ce sentiment ne venait pas d'une seule phrase, mais de la façon dont elle guidait la conversation si subtilement et lentement. Certains parents ont commencé à rejoindre les blagues. Un oncle a ri fort en se tournant vers moi. Si nous avions une belle-fille aussi intelligente que celle-ci, notre famille serait en paix. Nous n'aurions pas à nous inquiéter des petites choses. Tout le monde a ri en même temps. Certains ont hoché la tête en accord. J'ai souri, un sourire réflexe. Parce que si je ne le faisais pas, je serais considéré comme impoli. Mais le sourire n'atteignait pas du tout mes yeux. À l'intérieur, un sentiment froid a commencé à s'insinuer lentement mais sûrement. Je commençais à sentir que je n'étais plus seulement une invitée à une fête. Je me sentais comme faisant partie d'un scénario en construction. Même si personne ne l'avait dit directement, plus j'y pensais, plus je devenais mal à l'aise. Mais je ne savais pas comment réagir. Si je protestais, il n'y aurait rien de concret à argumenter. Mais si je restais silencieuse, ce sentiment d'anxiété ne ferait que grandir. Juste à ce moment-là, la jeune serveuse que j'avais remarquée plus tôt est passée à nouveau devant ma table. Elle portait un plateau de nouveaux plats. Ses pas étaient très légers. Quand elle a placé l'assiette devant moi, ses mouvements étaient très lents. Plus prudente que d'habitude. J'ai levé la tête et nos yeux se sont rencontrés. Cette fois, son regard n'était pas seulement familier, mais aussi une pointe d'inquiétude. Elle n'a rien dit, juste posé l'assiette très lentement et s'est reculée. Mais dans ce très bref moment, j'ai senti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas le regard curieux d'une serveuse, mais plutôt un regard qui semblait me mettre en garde contre quelque chose, mais ne pouvait pas encore le mettre en mots. J'ai regardé son dos alors qu'elle s'éloignait. Mon cœur était rempli d'un vague sentiment que je ne pouvais toujours pas expliquer. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table à nouveau. L'atmosphère était encore animée, mais si je regardais attentivement, plusieurs parents chuchotaient. Ils parlaient très doucement, mais leurs yeux continuaient à se diriger vers moi. Certains hochaient la tête, d'autres pinçaient les lèvres comme s'ils considéraient quelque chose. Ces petits détails, s'ils se produisaient lors d'un repas normal, je les aurais peut-être ignorés. Mais dans cette situation, ils me rendaient hyper vigilante. J'ai commencé à relier tout ce que j'avais vu et entendu depuis le début de la soirée. Depuis les histoires du repas somptueux, jusqu'à la façon dont ma belle-mère insistait sur mon travail, jusqu'aux blagues des parents, tout cela a cessé de sembler aléatoire, cela a commencé à sembler comme des pièces d'un plus grand puzzle. Je ne savais pas encore quel était leur plan, mais je savais une chose. Cette fête pourrait être plus qu'un simple repas. Je me suis tourné vers mon mari, en ayant l'intention de demander quelque chose clairement. Mais quand je l'ai vu rire avec la personne à côté de lui, son visage évitant délibérément mon regard, j'ai étouffé cette pensée. Je ne voulais pas faire une scène au milieu de la fête, je ne voulais pas être celle qui gâchait l'atmosphère de l'Aïd. Mais c'était le silence qui me faisait me sentir encore plus acculé. J'étais assise là au milieu des rires et des lumières vives, mais mon cœur se sentait plus seul que jamais. J'ai commencé à me demander. Parmi toutes les personnes à la fête, suis-je la seule qui ne sait pas ce qui va se passer ? Et si c'est le cas, le prix de cette ignorance sera-t-il trop élevé pour moi ? Les effets de l'alcool ont commencé à se faire sentir. Les rires autour de la table sont devenus plus forts. La conversation est devenue plus libre, plus gardée comme au début. J'étais assise tranquillement, sentant clairement le changement d'atmosphère. Quand les gens boivent beaucoup, les choses qui étaient auparavant seulement dans leur tête deviennent plus facilement exprimées sans considération.
Un oncle du côté de mon mari, son visage déjà rougi par la boisson, a ri fort et s'est tourné vers moi. Sa voix était à moitié plaisante. Une belle fille qui travaille dans un bureau doit traiter des affaires administratives tout le temps, n'est-ce pas? Cette signature est une petite affaire, n'est-ce pas? Toute la table a ri à l'unisson. J'ai rejoint avec un petit sourire, mais il s'est estompé rapidement. Parce que j'ai compris que ces mots n'étaient pas prononcés par hasard du tout. Ils venaient au bon moment, comme préparés. J'ai répondu de manière décontractée, en essayant de garder une voix légère. Ah, juste du travail de bureau ordinaire, oncle. J'ai dit cela, mais mon cœur était déjà en alerte. J'avais réalisé dès le début que cette conversation était lentement menée dans une direction très spécifique. À propos de documents, d'argent et de quelqu'un de fiable pour s'en occuper. Avant que l'atmosphère ait le temps de se calmer, ma belle-mère est immédiatement intervenue, très naturellement. Comme si elle m'aidait. Sari est la comptable de mon oncle. Ces chiffres sont déjà dans sa tête. Cette phrase m'a prise par surprise. Je n'avais jamais expliqué mon travail en détail aux parents de mon mari, encore moins m'en vanter. Mais maintenant ma belle-mère le disait si clairement et fermement. Comme si c'était un fait connu. Je me suis tourné vers elle, en ayant l'intention de corriger. Mais quand j'ai vu son regard, j'ai figé. Ce n'était pas le regard joueur de quelqu'un qui plaisante lors d'une fête, mais un regard réfléchi. Soudain, j'ai compris que ma belle-mère n'avait pas mal parlé ni plaisanté. Elle m'avait délibérément placé dans une certaine position devant toute la famille. Mon mari, assis à proximité, tenait son verre, mais ses yeux évitaient les miens. Il a trinqué avec la personne à côté de lui, souriant rigidement. Mais j'ai clairement vu sa nervosité. S'il ne savait vraiment rien, il ne m'aurait pas évité comme ça. Son attitude m'a donné la chair de poule, faisant surgir une pensée très désagréable. Peut-être qu'il savait déjà, ou du moins avait. J'ai écouté, mais choisi de rester silencieuse. D'autres sont intervenus, leur voix plus animée à cause de la boisson. Waouh, si j'avais une belle-fille aussi géniale que celle-ci, quand la famille avait une grosse affaire, je n'aurais pas à m'inquiéter. Cela semblait un compliment, mais pour moi cela ressemblait à un cadre invisible qui venait d'être mis autour de moi. Dans ce cadre, je n'étais plus une belle-fille célébrant l'Aïd avec ma famille, mais une ressource prête à être comptée sur quand nécessaire. Tout le monde a ri à cela. Certains ont hoché la tête, d'autres ont ajouté des commentaires inutiles. J'ai souri avec eux, mais ma tête commençait déjà à se sentir tendue. Je sentais très clairement que j'étais forcé dans un rôle avec lequel je n'étais pas du tout d'accord. Et le plus effrayant était que le rôle était construit d'une manière si naturelle et raisonnable. Si je réagissais, je serais vu comme exagérant. J'ai commencé à prêter plus d'attention à chaque mot et regard. Ma belle-mère n'a rien dit d'autre tout de suite, mais elle me jetait occasionnellement un coup d'œil, comme pour s'assurer que ce qui venait d'être dit avait été enregistré. J'ai compris. Elle construisait un accord tacite qui, avec le temps, tout le monde accepterait comme normal. Si j'étais celle à qui on demandait d'intervenir. Au milieu de ma rêverie, la jeune serveuse que j'observais depuis le début est passée devant la table. Elle portait un plateau de boissons. D'une manière ou d'une autre, alors qu'elle approchait de mon siège, elle a trébuché légèrement sur le pied de la table et la serviette dans sa main est tombée sur le sol juste à côté de ma chaise. Sa voix était très douce, mais suffisante pour attirer mon attention. Elle s'est penchée pour la ramasser très lentement. À ce moment-là, ses yeux ont brièvement regardé vers moi. C'était un regard très rapide. Seulement une seconde, et puis elle s'est relevée comme si rien ne s'était passé. Mais c'était ce bref moment qui m'a fait m'arrêter. Ce n'était pas le regard d'une serveuse qui avait accidentellement fait une erreur, mais plutôt le regard de quelqu'un qui voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas. J'ai regardé son dos alors qu'elle partait. Mon cœur était rempli d'un sentiment étrange, difficile à définir, pas de la peur, mais une sorte de sensibilité professionnelle à laquelle j'étais habitué. C'était comme le sentiment de savoir que quelque chose n'allait pas. Bien que je ne puisse pas encore l'expliquer, j'ai commencé à me rappeler son regard familier depuis le début de la fête. La façon dont elle avait doucement placé l'assiette devant moi et la façon dont elle évitait le regard direct de ma belle-mère. J'ai ramené mon attention à la table, mais mes pensées n'étaient plus sur elle. Là. Je pouvais entendre les bavardages autour de moi, mais cela ne s'enregistrait pas dans ma tête. En ce moment, je n'avais qu'une pensée très claire, cette fête n'était plus seulement un repas.
Les blagues qu'il venait de lancer n'étaient pas des blagues d'ivresse, mais plutôt de petites aiguilles insérées petit à petit pour tester ma réaction. J'ai serré les poings sous la table, en prenant une profonde inspiration. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Ni ce que était leur plan. Mais je comprenais une chose, à partir de maintenant, je ne pouvais plus continuer à m'asseoir ici comme une invitée qui était seulement venue célébrer l'Aïd. Parce que je commençais déjà à voir clairement que cette fête n'était que l'acte d'ouverture d'un problème beaucoup plus grand. Et si je n'étais pas prudente, je serais très probablement celle qui paierait le prix. Le dessert venait d'être servi. Des fruits joliment coupés et des pâtisseries sucrées étaient soigneusement arrangés au centre de la table. L'atmosphère semblait avoir atteint la partie la plus détendue de la fête. Tout le monde a commencé à se pencher en arrière sur leurs chaises, discutant plus bruyamment. Certains riaient même, disant que c'était vraiment le standard pour un repas d'Aïd luxueux. Juste au moment où j'allais prendre une cuillère, ma belle-mère m'a appelé. Mon nom. Sa voix n'était pas forte, mais très ferme. Sari, suis-moi au lobby un moment. Il y a une petite affaire. Toute la table s'est tue un moment, puis est redevenue animée comme si rien ne s'était passé. J'ai posé ma cuillère et me suis levé après elle. Dans ma tête à ce moment-là, ce n'était pas un vague pressentiment, mais une claire préparation mentale à affronter quelque chose de mauvais. Je savais que s'il n'y avait rien d'important, ma belle-mère n'aurait pas choisi ce moment précis pour m'appeler personnellement. Le lobby de l'hôtel était plus calme que la salle à manger. Seules quelques personnes passaient. La lumière jaunâtre semblait plus douce, mais l'atmosphère entre ma belle-mère et moi semblait froide. Elle a marché quelques pas devant moi, puis s'est arrêtée près du bureau de réception et s'est tournée vers moi. Son regard n'était plus aussi amical qu'avant, mais sharp et direct, comme si elle avait enlevé tous ses masques. Elle a baissé la voix, mais chaque mot sortait très clairement. La facture semble assez importante. Par l'heure, ce sera plus facile. J'ai été stupéfaite un moment, pensant que j'avais mal entendu. J'ai demandé à nouveau, en essayant de garder une voix calme. Que voulez-vous dire, maman? Oui, j'ai besoin d'une explication. Parce que cette phrase était trop. Elle était ambiguë, mais suffisante pour faire battre mon cœur plus vite. Ma belle-mère a souri faiblement, un sourire qui n'était plus amical. Plus comme une affirmation forcée. Tu es habitué aux affaires administratives, et tu parles couramment, donc les gens seront plus réticents. Cette femme est vieille, et si c'était elle qui parlait, j'ai peur qu'ils n'écoutent pas. En entendant cela, j'ai compris exactement ce qu'elle entendait par « respect ». Pas à cause de l'âge ou de la position, mais à cause de la personne dont le nom était listé. À cause de la personne responsable. À ce moment-là, toutes les pièces du puzzle dans ma tête semblaient s'assembler. La conversation pendant les repas, les compliments à moitié plaisants, la façon dont ma belle-mère insistait sur mon travail, tout menait à ce moment. Je n'avais aucun doute. Son objectif depuis le début n'était pas seulement de se vanter, mais de me pousser au premier plan, de faire de moi un bouclier pour un problème que je n'avais pas créé. J'ai pris une profonde inspiration et parlé franchement, sans plus de détours. Celui qui commande, paie. Je n'agirai au nom de personne ni ne parlerai pour quiconque. J'ai parlé très lentement. Chaque mot était clair. Parce que je savais que si j'étais douce maintenant, tout irait. Elle s'est immédiatement déplacée dans une autre direction. Le visage de ma belle-mère a changé instantanément. Son sourire a disparu. Ses lèvres se sont serrées. Son regard s'est assombri. Elle a baissé la voix, mais elle portait déjà une pointe reconnaissable. Tu dis ça? Tu veux me faire honte devant toute la famille? La question ne cherchait pas de réponse, mais une accusation. Je suis resté immobile, sentant la pression peser sur moi. J'ai simplement fait un pas en arrière. J'ai simplement dit quelque chose comme « je verrai ». Je savais que je serais immédiatement attiré dans le tourbillon des ennuis. J'ai répondu, ma voix n'était pas haute, mais assez ferme. Je ne voulais pas te faire honte. Mais à qui appartient cette affaire? Celui qui en est responsable devrait l'être. Je ne prendrai pas cette affaire en charge. Ma belle-mère m'a regardé intensément pendant quelques secondes, comme si elle considérait quelque chose. Puis elle a dit, sa voix était plus basse mais sharp. Tu es très intelligente, mais souviens-toi, c'est une affaire de famille. Cette phrase m'a donné la chair de poule parce que je comprends que quand quelqu'un utilise le mot famille dans une situation comme celle-ci,
ce n'est plus à propos du lien, mais plutôt une excuse pour forcer. Juste à ce moment-là, mon mari est sorti de la salle à manger. Il se tenait à quelques pas de nous, nous regardant tour à tour avec un visage confus. Je me suis tourné vers lui, en regardant directement dans ses yeux, attendant une explication ou au moins une défense. Mais il est juste resté là, n'a rien dit, ne m'a pas défendu, ni n'a contredit sa mère. Son silence à ce moment-là semblait plus douloureux que n'importe quelle réprimande. Cela confirmait une chose très clairement. Il savait qu'il y avait des ennuis ou du moins il savait ce que sa mère planifiait, mais il a choisi de ne pas intervenir. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais complètement seul. Ma belle-mère s'est retournée et a dit froidement, « Assez, rentrons à l'intérieur. Nous en parlerons plus tard. » Elle a dit, c'était comme si ce qui venait de se passer n'était qu'une petite discussion insignifiante. Je l'ai suivie de retour dans la salle à manger. Mes pas semblaient lourds. L'atmosphère à l'intérieur était encore aussi animée qu'avant. Personne ne savait ou faisait semblant de ne pas savoir qu'une confrontation venait d'avoir lieu à l'extérieur. Je me suis rassise sur ma chaise en me sentant comme si je venais de franchir une ligne. J'avais pu me calmer en pensant que je m'inquiétais trop. Mais après cette brève conversation, je savais très clairement. J'avais officiellement été attiré dans un piège qui se refermait lentement. Et à partir de maintenant, chacune de mes actions et paroles pouvait être une ouverture pour quelqu'un d'autre. Si je n'étais pas extrêmement vigilante, je retournerais à la table à manger en me sentant comme si je venais de traverser un vent froid. À l'extérieur, tout semblait pareil. Les sons des rires, le tintement des verres et le cliquetis doux des assiettes se faisaient clairement entendre. Personne n'a demandé de quoi je venais de parler avec ma belle-mère dans le lobby. Personne non plus n'a montré de curiosité. Mais c'était précisément cette indifférence qui rendait l'atmosphère autour de moi plus lourde. Je me suis rassise sur ma chaise. Mon dos était droit, mais mes mains étaient sous la table. Mes mains serraient fermement. Mes paumes étaient mouillées de sueur. Je n'avais pas d'appétit. Je fixais le dessert joliment présenté devant moi sans le toucher. J'ai commencé à observer chaque mouvement autour de moi. Du regard de ma belle-mère, aux attitudes de mes parents, à la façon dont mon mari riait. Tout semblait normal, mais pour moi, c'était une normalité parfaitement orchestrée, comme la surface calme de l'eau avant une tempête. Juste au moment où j'étais occupé à observer, la jeune serveuse de tout à l'heure s'est approchée à nouveau. Je l'ai immédiatement reconnue à sa marche légère et au plateau dans ses mains. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle a placé un verre d'eau juste devant moi. Même si je n'en avais pas commandé. J'ai réflexivement levé légèrement la tête, en ayant l'intention de dire que je n'en avais pas besoin, mais elle s'inclinait déjà très bas, faisant semblant de redresser le verre. À ce moment-là, elle a approché son visage plus près que nécessaire. Sa voix a baissé très bas, à peine suffisante pour que je l'entende. « Mademoiselle, gardez bien votre téléphone. Ne laissez personne l'emprunter. » La phrase était courte. Rapide et ferme. J'ai été stupéfaite. Mon cœur battait si vite que je pouvais sentir chaque battement. Je n'avais pas eu le temps de réagir, pas encore. Je n'avais pas eu le temps de demander quoi que ce soit. Elle était déjà redressée et s'était retournée très naturellement. Comme si elle venait de terminer sa tâche. J'ai réflexivement levé la tête. Mais tout ce que j'ai vu était son dos, déjà mêlé aux autres serveurs. Personne à table ne semblait avoir remarqué ce qui venait de se passer. Ma belle-mère était encore absorbée dans la conversation avec la personne à côté d'elle. Son rire était incroyablement fort. Mon mari trinquait encore avec les parents en face de lui. Tout se passait si facilement que si je n'avais pas été là, je me serais peut-être demandé si j'avais mal entendu. J'ai baissé les yeux sur mon verre d'eau, puis jeté un coup d'œil rapide à mon téléphone dans mon sac. Les mots de la serveuse résonnaient dans ma tête, si clairs et terrifiants. Gardez bien le téléphone, ne laissez personne l'emprunter. Ce n'était pas un simple rappel. Dans cette situation, cela sonnait plus comme un avertissement. J'ai commencé à me rappeler son regard familier depuis le début de la fête. La façon dont elle s'attardait sur moi. La façon dont elle posait lentement l'assiette. Puis le petit incident quand elle a trébuché et fait tomber la serviette. Tous ces détails que je n'avais pas pu relier auparavant, mais maintenant ils commençaient à former une ligne cohérente dans ma tête. Je ne pouvais toujours pas me souvenir d'où je l'avais rencontrée. Mais une chose était sûre,
ces actions n'étaient pas un accident. Je m'assis nef. Le mouvement n'a duré que quelques secondes, mais j'ai réussi à le voir. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai réalisé que j'étais le sujet de leur conversation. Même si je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Près du bureau de caisse, j'ai remarqué un homme étrange qui avait été là tout le temps. Il ne s'asseyait pas avec nous, ni ne mangeait, juste assis là tenant son téléphone. Ses yeux continuaient à jeter des coups d'œil vers ma table. Chaque fois que je jetais accidentellement un coup d'œil vers lui, il détournait immédiatement le regard. Mais quelques instants plus tard, il nous regardait à nouveau. Sa présence rendait l'atmosphère encore plus tendue. Vaguement, j'ai entendu une phrase de cette direction. Une voix masculine profonde, pas trop forte, mais suffisante pour être entendue quand les rires à table diminuaient. Fais juste comme prévu plus tard. Je n'étais pas sûr à qui cela s'adressait. Mais dans ma tête, cela se connectait immédiatement avec ce que ma belle-mère venait de dire dans le lobby. Et avec l'avertissement de la serveuse, l'atmosphère autour de moi a commencé à se sentir de plus en plus tendue. Non pas parce que tout le monde était silencieux, mais parce que leur rire ne sonnait plus sincère, plus raide et plus bref. C'était comme si tout le monde attendait quelque chose. Je sentais la tension se propager rapidement, même si personne ne le disait directement. J'ai tendu la main sous la table, serré fermement mon téléphone dans mon sac, et fermé la fermeture éclair plus serrée. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais je savais très bien que l'avertissement n'était pas du vent. Ce n'était plus juste une affaire belle-mère-belle-fille au sein de la famille. La présence de l'étranger, les regards qu'ils échangeaient, et la façon dont tout était orchestré pointaient tous vers une chose. Les ennuis à venir pourraient directement concerner mon argent, mes responsabilités, et même ma réputation. Je me suis assise droite, et pris une profonde inspiration, et ai essayé de garder mon calme. La fête continuait à l'extérieur, mais à l'intérieur, les alarmes sonnaient déjà fort. Je savais qu'à partir de maintenant, si je faisais un pas imprudent, les conséquences ne seraient plus limitées au cercle familial mais pourraient m'entraîner dans des ennuis beaucoup plus grands, quelque chose que je ne pouvais pas prendre à la légère. Les dernières assiettes de dessert avaient été retirées. Les serveurs ont commencé à collecter les bols et assiettes sales avec des mouvements soignés mais fermes. C'était différent du début de la fête. J'ai regardé chaque plateau quitter la table. Mon cœur se sentait lourd. Pour moi, ce n'était pas seulement un signe que le repas était terminé, mais un signal que le moment le plus crucial était sur le point d'arriver. À mesure que la fin approchait, l'atmosphère à table semblait différente. Ce n'était plus l'atmosphère naturelle et confortable qu'elle avait été au début. Ma belle-mère a posé son verre et s'est tournée vers moi. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés, formant un demi-sourire plaisant. Elle a dit, sa voix taquine mais incontestable. Prépare-toi mentalement, ma chère. Aujourd'hui notre famille va faire sensation. Cette phrase a fait battre mon cœur plus vite. J'ai compris. La sensation à laquelle elle faisait référence n'était pas seulement un repas somptueux, mais quelque chose qui avait été soigneusement planifié depuis le tout début. Avant que je puisse réagir, un parent assis en face de moi a éclaté de rire. Sa voix était pleine de sens. Ne t'inquiète pas, Sari s'occupe de tout. Tout ira bien. La phrase a résonné à travers l'agitation de la table, parfaitement naturelle et détendue. Comme si cela avait été évident depuis le début. Plusieurs autres ont hoché la tête. Personne n'a objecté, personne ne semblait surpris. Soudain, j'ai senti la chair de poule. Mon nom était mentionné à plusieurs reprises, non pas comme une question, mais comme une affirmation ferme. Je n'étais plus Sari là. Ce n'était pas Sari qui pouvait s'occuper de moi, mais plutôt Sari qui pouvait s'occuper de moi. Le sentiment était étouffant. J'ai réalisé une chose très clairement. À leurs yeux, j'avais été placé dans une position de responsabilité. Bien que personne ne m'ait demandé si j'étais d'accord, j'ai essayé de garder un visage calme, mais à l'intérieur, le tumulte était insupportable. Je me suis penché vers mon mari et ai chuchoté doucement pour qu'il soit le seul à entendre. « Chérie, sais-tu vraiment ce que maman planifie ?» J'avais besoin d'une réponse. Même si ce n'était qu'un déni auquel me raccrocher. Mais Buddy ne m'a pas regardé. Il a baissé les yeux, faisant tourner le verre dans sa main. Sa voix était très basse. Assez, 6. Ne demande pas maintenant. Ce n'était qu'une seule phrase,
mais elle suffisait à confirmer tous mes soupçons depuis le début. S'il ne savait vraiment rien, il n'aurait pas dit cela. S'il n'était pas impliqué, il n'aurait pas évité mon regard. La phrase « ne demande pas maintenant » signifiait qu'il savait qu'il y avait un problème et qu'il ne voulait pas que je demande. Parce que si je demandais, toute cette prétention s'effondrerait. Je me suis redressé à nouveau, en prenant une profonde inspiration. Dans ma tête, les dernières pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. L'appel téléphonique nous pressant de rentrer. Le repas de l'après-midi rempli de sarcasme, la décision soudaine de manger dans un hôtel 5 étoiles, la conversation dans le lobby, l'avertissement du serveur étrange près de la caisse, et maintenant les déclarations publiques devant toute la famille. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était une séquence finement orchestrée. La jeune serveuse est passée à nouveau devant ma table. Cette fois elle n'a pas fait tomber sa serviette, n'a pas mal placé l'assiette, et n'a rien dit. Mais le regard qu'elle m'a donné était très différent d'avant. Ce n'était plus un avertissement caché, mais un regard d'inquiétude. Ses lèvres étaient serrées, comme si elle avait plus peur de ce qui allait se passer que moi. De ce seul regard, j'ai compris que cette affaire était allée très loin et n'était plus aussi simple qu'un repas cher. J'ai tendu la main sous la table, serrant le téléphone dans mon sac. Mes doigts étaient inconsciemment serrés si fort que je pouvais sentir le froid de la coque du téléphone. Dans ma tête, les pires scénarios ont commencé à émerger. S'il me remettait un document à signer, s'il me demandait d'être garante, s'il me pressait en public. Je ne pouvais pas réagir. Je savais très bien que si je baissais ma garde une fois, les conséquences pourraient me suivre longtemps. Pas seulement financièrement, mais aussi légalement. J'ai levé la tête et scanné la table une fois de plus. Personne ne faisait plus attention à la nourriture. Tous les yeux semblaient pleins d'attente, même si personne ne disait rien directement. Certains faisaient semblant de regarder leur téléphone. Certains ajustaient leur siège. D'autres s'éclaircissaient doucement la gorge pour cacher leur nervosité. Je me sentais comme debout au milieu d'une scène, mon rôle déjà écrit. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre la scène finale et j'aurais à monter sur scène. Ma belle-mère était silencieuse, ne disant rien, mais son silence était plus effrayant que ses mots. Elle était assise droite, ses mains sur la table, ses yeux jetant occasionnellement un coup d'œil à la caisse. J'ai compris. Elle attendait le bon moment, et ce moment était quand la facture serait apportée. J'ai avalé difficilement. Ma gorge était sèche. L'avertissement de la serveuse repassait dans ma tête, gardez bien votre téléphone. Ne laissez personne l'emprunter. J'ai fait exactement cela. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac une fois de plus et ai placé ma main dessus comme un réflexe protecteur. Je ne savais pas combien de temps je pourrais tenir, mais je savais une chose. Le moment du paiement serait le climax. Et cela déterminerait si je pouvais me sauver ou non. Tout le monde à table s'est levé presque simultanément. Le son des chaises déplacées était faible mais distinct dans la pièce qui se calmait. Les rires étaient moins bruyants que pendant le repas, plus calmes et plus décousus. C'était comme si tout le monde parlait juste pour couvrir leur anticipation. Je me suis levé aussi. Mes jambes semblaient plus lourdes que d'habitude. Comme si chaque pas devait être soigneusement considéré. Nous sommes sortis dans le lobby. La lumière était plus brillante et la pièce plus spacieuse. Mais d'une manière ou d'une autre, je me sentais claustrophobe. Le bureau de caisse se dressait devant moi, soigné et brillant. Derrière, un écran d'ordinateur lumineux. La caissière était debout prête, ses mains sur le clavier, regardant notre groupe avec un air très professionnel. J'ai réalisé que le moment que je redoutais était enfin arrivé. Ma belle-mère a ralenti son pas et s'est délibérément tenue très près de moi. Nous étions si proches que je pouvais entendre sa respiration. Elle n'a rien dit tout de suite, juste restée là, me regardant. La caissière, comme attendant le bon moment, sentait très clairement que j'étais positionné non seulement à côté d'elle, mais debout à ma place légitime. La caissière s'est inclinée et a poliment demandé pour le paiement. À ce moment-là, ma belle-mère s'est tournée et a dit assez fort pour que tout le monde, y compris les parents derrière nous, entende, ma belle-fille, qui est experte en ces matières. Laissez-la terminer rapidement. Les mots ont été prononcés fermement sans demander mon avis, sans avoir besoin de mon approbation. Cela sonnait comme un ordre délivré d'un ton très calme. J'ai senti comme si tous les yeux dans le lobby étaient soudain sur moi. Les parents debout derrière moi se sont tus.
Certains me regardaient intensément, d'autres jetaient un bref coup d'œil puis détournaient le regard. Mais tous ces regards portaient le même message, en attente. En attente que j'avance, en attente que j'agisse, en attente que je remplisse le rôle qu'ils m'avaient silencieusement assigné. Depuis le début, j'étais resté immobile, les mains sur les côtés, ni avançant ni reculant. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais au centre d'un cercle invisible. Devant moi était la caissière, à côté de moi ma belle-mère, et derrière moi les parents. Il n'y avait pas de place pour s'échapper. Personne ne tenait ma main, personne ne criait, mais la pression était si palpable que je pouvais entendre mon propre battement de cœur. De ma droite, l'étranger que j'avais observé s'est approché. Il se tenait directement derrière ma belle-mère. Il était très proche. Je ne me suis pas retourné, mais je savais qu'il me regardait. Sa présence a changé l'atmosphère. Ce n'était plus seulement une affaire de famille. C'était un outsider, quelqu'un prêt à intervenir si les choses ne se passaient pas selon le plan. Au loin, j'ai vu la jeune serveuse debout près de l'allée. Elle se tenait immobile, ses mains serrant fermement son plateau. Ses yeux ne quittaient jamais les miens, plus un regard caché, mais un regard d'inquiétude incontestable. Juste en regardant son regard, j'ai compris que ce qui allait se passer n'était pas simple et que son avertissement n'était pas du vent. Je me sentais comme poussé au centre d'une scène où il n'y avait nulle part où se cacher. Je pouvais clairement entendre la respiration des gens autour de moi, le son des chaussures raclant le sol, et l'ordinateur à la caisse bipant avec anticipation. Tous ces sons à ce moment-là devenaient si clairs, si réels, comme soulignant que c'était un moment qui ne pouvait pas être ignoré. J'ai répété. Les mots de la serveuse ont flashé dans ma tête très rapidement. Ne prête ton téléphone à personne. J'ai serré fermement la sangle de mon sac, sentant clairement mon téléphone à l'intérieur. J'ai compris. Si quelqu'un me remettait un document ou me demandait de confirmer quelque chose sur mon téléphone, je pourrais juste baisser ma garde. Tout pourrait tourner. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne me suis pas laissé paniquer ou réagir émotionnellement. Je savais que toute nervosité que je ressentais maintenant serait exploitée par les autres. J'ai levé la tête, regardé directement la caissière, en essayant de garder mon visage aussi calme que possible. Même si une tempête faisait rage à l'intérieur, la caissière a baissé les yeux sur l'écran puis a placé une pile de papier sur la table. C'était la facture. Je le savais. La pile de papier était fine, mais semblait très lourde. Comme si y toucher changerait tout. Ma belle-mère a jeté un coup d'œil à la pile de papier puis s'est tournée vers moi. Cette fois elle ne parlait pas fort, mais plutôt baissait la voix. Mais chaque mot me donnait la chair de poule. Elle l'a dit très lentement et avec confiance. Signe ici d'abord, d'accord, mon fils. Ce n'est qu'une formalité. Ces mots ont résonné dans mon esprit. Ma tête, lentement mais sûrement. Comme des ciseaux, coupant toutes mes défenses. J'ai fixé la pile de papier sur la table, puis ma belle-mère, et enfin tous les yeux fixés sur moi. À ce moment-là, je savais très clairement que ce n'était plus à propos de l'Aïd, plus juste à propos de l'argent. C'était une limite. Si je faisais juste un pas en avant et signais, tout après cela ne serait plus à moi. J'ai fixé la pile de papier sur le comptoir et avais l'impression de regarder quelque chose de très dangereux. De l'extérieur, c'était juste quelques feuilles fines de A4. Les bords étaient soignés, l'encre imprimée clairement. Mais à ce moment-là, je savais très bien. Si je les touchais juste et signais, ma vie pourrait prendre un tournant que je ne voulais pas du tout. Ma belle-mère se tenait très près de moi. Sa respiration était régulière, mais sa main, reposant sur le bord de la table, tremblait légèrement. Comme si elle retenait l'impatience. Elle a doucement poussé la pile de papier vers moi. Ses mouvements n'étaient pas durs mais fermes. Elle essayait de garder une voix calme. Signe juste, ma chère. Pauvre chose, les autres attendent. Les mots étaient dits avec une grande habileté. Pas sur un ton élevé, pas avec des mots. C'était dur, mais portait un sentiment de pression palpable. Elle ne demandait pas si j'étais d'accord, mais supposait que je signerais tôt ou tard. J'ai baissé les yeux pour regarder de plus près, et à première vue, mon cœur s'est serré. Ce n'était pas juste une facture pour un repas. Derrière, il y avait une pile de documents de confirmation de services détaillant divers ajouts, mise à niveau de package, utilisation d'une salle privée, vin cher, et en bas, une seule ligne en petites lettres,
mais très clair. L'engagement de paiement supplémentaire qui m'a donné le plus de frissons était la section des informations de la personne responsable. Mon nom était soigneusement imprimé, non écrit à la main. J'ai levé la tête, regardé directement ma belle-mère, et demandé de manière factuelle, pourquoi mon nom est-il imprimé ici? Je ne pouvais plus me retenir, parce que je comprenais que si je continuais à parler diplomatiquement, les choses ne feraient que s'aggraver. Ma voix n'était pas forte, mais assez claire pour que tout le monde autour de moi entende. Ma belle-mère a froncé les sourcils, l'agacement clairement visible sur son visage. Elle a baissé la voix, mais chaque mot sortait sharply, juste noté pour faciliter les choses. Tu réfléchis trop. Cette réponse n'était pas du tout une explication, plus comme une façon d'écarter ma question. Elle parlait comme si signer mon nom était une chose naturelle et pas digne d'argument. Avant que je puisse réagir, l'homme étrange debout derrière elle a parlé. Sa voix était profonde et froide, sans émotion. Mademoiselle, signe juste rapidement, ne complique pas les choses. Ces mots étaient très brefs, mais suffisants pour tendre instantanément l'atmosphère. Je ne me suis pas retourné, mais je sentais sa présence très clairement, comme une pression invisible sur mon dos. Je commençais à sentir clairement ce que signifiait être forcé. Personne ne tenait ma main, personne ne criait. Mais tous les regards des parents autour de moi n'étaient plus amicaux. Certains me lançaient des regards noirs, certains fronçaient les sourcils, certains secouaient la tête, comme s'ils me blâmaient. À ce moment-là, j'ai compris que si je signais, ils le considéreraient comme normal. Mais si je ne le faisais pas, je serais celle qui gâchait le spectacle. Quelqu'un qui ne pense pas à sa famille. Je me suis tourné vers mon mari. Cette fois, je ne chuchotais pas. J'ai demandé franchement, chaque mot semblant frapper une corde dans le silence. Monsieur, veuillez expliquer ce qui se passe. J'avais besoin qu'il parle, même si ce n'était qu'une phrase, pour confirmer que je n'étais pas la seule à remarquer cette étrangeté. Mon mari a baissé la tête. Il ne m'a pas regardé, ni sa mère, mais le sol en marbre poli sous ses pieds. Sa voix était si tremblante que si je n'avais pas été debout près de lui, je ne l'aurais pas entendu. Maman a dit qu'elle empruntait juste mon nom pour un moment. Dès qu'il a fini de parler, j'ai senti comme si quelque chose s'était effondré en moi. Juste emprunter mon nom, ces 3 mots étaient comme le coup final. Ils confirmaient tous mes soupçons et pressentiments depuis le début. Ce n'était plus un pressentiment, mais une réalité nue. J'avais été planifié depuis le début, placé dans la position parfaite pour être la personne responsable à ce moment. J'ai regardé mon mari non avec colère, mais avec un étrange froid. J'ai compris. Qu'il connaisse les détails ou non, il avait permis que cela arrive. Son silence toute la nuit et ses mots étaient la réponse la plus claire. J'ai ramené mon regard sur la pile de papier. Je l'ai placé sur la table, puis lentement poussé en retour vers ma belle-mère. Mes mouvements étaient lents mais très fermes. Je l'ai dit d'une voix claire, ni haute ni basse. Chaque mot semblait gravé. Je ne signerai pas. Ce n'est pas une formalité. Les mots ont résonné dans le lobby de l'hôtel. Pas fort, mais suffisant pour que tout le monde autour de moi entende. Ma belle-mère a été stupéfaite un moment, puis son visage est devenu rouge de colère. Elle voulait dire quelque chose, mais je ne lui ai pas donné la chance. J'ai regardé directement dans ses yeux et continué, ma voix calme. Celui qui a commandé le service est responsable. Je n'ai pas confirmé, n'ai pas utilisé, et ne serai pas garante pour quiconque. L'air dans le lobby semblait gelé. La caissière devant nous semblait confuse. Ses yeux passaient de ma belle-mère à moi. L'homme étranger derrière moi n'a plus rien dit, mais je pouvais sentir son agacement. Les parents derrière moi ont commencé à chuchoter, ne pouvant plus maintenir leur attitude décontractée. À ce moment-là, je savais très bien que je venais de franchir une ligne. Je savais qu'après ces mots, les choses ne reviendraient jamais comme avant. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, le prix que je devrais payer serait beaucoup plus grand. Et quoi qu'il arrive, je préfère l'affronter plutôt que de signer un document qui me lierait pendant des années. Dès que j'ai entendu que je refusais de signer, l'attitude de ma belle-mère a complètement changé. Si elle avait essayé de me forcer avec un ton doux, maintenant tous ses masques étaient tombés. Elle s'est tournée vers le lobby et a crié. Sa voix stridente a résonné dans le silence. Belle-fille avare. Tu fais honte à toute la famille. Ce n'était plus une réprimande personnelle,
mais une attaque directe contre ma dignité, délivrée pour que tous entendent. Instantanément, plusieurs parents derrière moi ont commencé à rejoindre le tumulte. Certains ont rapidement rétorqué « je mange juste avec calcul ». D'autres ont secoué la tête, lançant des remarques encore plus blessantes. « Tu as déjà partagé le repas délicieux, et quand c'est ton tour de payer, tu causes des problèmes. Où placerons-nous notre visage ?» Ces mots ne questionnaient pas le juste ou l'injuste. Leur seul but était de créer une pression publique dans un endroit bondé. Pour me forcer à me soumettre dans la honte. Je suis resté immobile. Mon cœur battait fort, mais mon esprit était parfaitement clair. Je savais très bien que c'était le moment où ils voulaient utiliser la foule pour me presser. Si je paniquais, si je réagissais émotionnellement, je tomberais directement dans le piège qu'ils avaient tendu. Je n'ai pas répondu tout de suite, juste regardé directement la caissière, en essayant de garder ma voix de ne pas trembler. À ce moment-là, l'homme étrange debout derrière ma belle-mère a avancé. Il a sorti son téléphone, allumé l'écran, et l'a pointé vers moi. C'était comme s'il me donnait un avertissement. Sa voix était profonde et froide. Elle n'avait pas besoin d'être élevée, mais suffisante pour presser. Tu as utilisé nos services. Si tu refuses de signer maintenant, l'affaire ne sera pas résolue. Ces mots étaient brefs, mais son regard ne l'était pas. Son regard était plein de menaces, le genre de menaces habituellement utilisées par quelqu'un qui sent qu'il a le dessus. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone dans sa main, puis à la pile de papier sur la table. Tout ce que j'avais observé depuis le début a flashé dans mon esprit. Je savais que si je vacillais même un peu, ils auraient une raison de me mettre responsable. J'ai pris une profonde inspiration et ai dit, ma voix était douce, mais chaque mot était clair. Je n'ai pas commandé, n'ai pas confirmé, et n'ai pas reçu le service. Celui qui commande, il est responsable. Mes mots ont résonné dans le lobby, pas fort, mais clairement suffisant pour que les gens autour entendent. Je n'ai pas regardé ma belle-mère ni l'homme étrange, mais directement la caissière, comme confirmant un fait. La caissière semblait maintenant très confuse. Elle a regardé la pile de papier, puis moi, puis à nouveau ma belle-mère. Ses doutes étaient évidents. La caissière s'est alors tournée pour appeler le manager. Avec juste cette action, l'atmosphère dans le lobby a changé. Ce problème n'était plus dans le cadre des affaires familiales, mais était entré dans le domaine du travail de l'hôtel. Le manager est venu rapidement, sa posture était grande, portant un costume soigné, sa voix calme mais sérieuse. Elle a demandé sèchement, quel est le problème avec le paiement ? Ma belle-mère a rapidement répondu en premier, sa voix semblant nerveuse, plus fluide qu'avant. Elle a dit que c'était juste un petit malentendu, que sa belle-fille exagérait, que la famille célébrait l'Aïd, mais plus elle parlait, plus ses mots devenaient embrouillés. Quand le manager a demandé qui avait réservé la table, sa réponse est devenue tortueuse. Quand on lui a demandé qui avait confirmé la mise à niveau, elle a dit que peut-être la réceptionniste avait fait une erreur. Le manager n'a pas discuté. Elle a simplement demandé au personnel de vérifier doublement l'historique de réservation dans le système. Qui a confirmé ? Qui était le contact initial ? Elle l'a dit très clairement. Sans irrespect, nous agirons sur la base des données, pas des suppositions. En entendant ces mots, mon cœur s'est un peu soulagé. Au moins l'affaire avait été ramenée sur la bonne voie. Ma belle-mère commençait à perdre son sang-froid. Son discours devenait plus rapide, sa voix plus haute, elle ne pouvait plus maintenir sa confiance. Elle me blâmait de ne pas penser à la famille, me blâmait de rendre les choses pires lors de l'Aïd. Mais plus elle parlait, plus sa panique devenait apparente. J'étais debout là, ne répondant à aucun de ses mots. Parce que je savais qu'à ce moment mes mots n'étaient pas plus importants que les faits dans le système. Pendant ce temps, j'ai vu la jeune serveuse qui était debout à distance. Soudain, elle a avancé, très lentement mais sûrement. Son regard n'était plus détourné, mais fixé directement sur la caissière avec une expression très ferme. J'ai senti comme si elle était prête à dire ce qu'elle avait retenu. L'atmosphère dans le lobby de l'hôtel était tendue comme une corde de guitare. Certains invités à d'autres tables ont commencé à tourner la tête, curieux, mais aussi méfiants. Les chuchotements se sont lentement éteints, remplacés par un lourd silence. J'ai senti que ce n'était plus juste la famille de mon mari et moi, mais une situation que tous les présents pouvaient témoigner. Le manager a jeté un coup d'œil à la pile de papier puis a regardé ma belle-mère. Sa voix est devenue plus sérieuse.
Elle a parlé lentement, chaque mot clairement pour que tout le monde puisse entendre. S'il y avait une indication de coercition pour signer ou de falsification de nom, nous serions obligés de le signaler à la police. Les mots n'étaient pas forts, mais portaient un poids immense. Le lobby de l'hôtel est instantanément devenu silencieux. J'ai vu le visage de ma belle-mère pâlir. L'homme étrange derrière elle s'est aussi tu, ne pouvant plus maintenir son attitude arrogante. Quant à moi, bien que mon cœur batte encore fort, j'étais absolument certaine d'une chose, un piège. Cette histoire avait été exposée, et à partir de maintenant, elle ne se terminerait pas par de simples plaisanteries ou l'attitude soumise habituelle. En entendant le manager mentionner le mot « police », le visage de ma belle-mère a pâli. La rougeur de colère d'avant a disparu, remplacée par une panique incontestable. Elle s'est instinctivement retournée, tirant doucement sur le bras de l'étranger derrière elle. Son mouvement était rapide et discret, comme lui faisant signe de se taire. De ce seul petit mouvement, j'ai compris. Leur relation était clairement plus que de simples connaissances. L'air dans le lobby était si tendu que je pouvais entendre le climatiseur bourdonner au-dessus. Les parents qui étaient debout autour de nous se sont tus. Personne n'a défendu ou fait l'écho aux mots de ma belle-mère. Quand les affaires atteignaient le domaine légal, le bouclier des affaires familiales perdait soudain son pouvoir. À ce moment-là, la jeune serveuse qui était debout près du couloir a avancé, ses pas lents mais sûrs. Quand elle s'est arrêtée, elle m'a regardé directement. Son regard n'était plus détourné ou inquiet comme avant, mais montrait une détermination claire. Elle a dit d'une voix basse mais ferme, suffisante pour que ceux à proximité entendent. « Mademoiselle Sari, je dois parler. » Ces deux mots de mademoiselle Sari étaient suffisants pour me stupéfier. Je l'ai fixé, mon cœur battant. Je n'avais jamais dit mon nom à aucun membre du personnel de l'hôtel. Je ne portais pas non plus d'identification. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle connaisse mon nom. À moins que ce sentiment familier du début de la fête ne soit soudain revenu. Mais avant que je puisse relier les points, elle s'est tournée vers le manager, a pris une profonde inspiration, et a parlé très clairement. Elle a expliqué que tout le processus de pré-réservation, de sélection d'une salle privée, de mise à niveau vers un package de services, et de commande de boissons chères avaient tous été faits et confirmés directement par ma belle-mère depuis le début. Elle a ajouté que dans le système du restaurant, la réservatrice originale était ma belle-mère. Son numéro de téléphone et ses informations correspondaient. Mon nom n'était même pas mentionné à cette étape. Tout le lobby était silencieux. Le manager l'a regardé intensément, lui faisant signe de continuer. Elle a avalé difficilement, puis a continué. Sa voix tremblait légèrement, mais restait claire. Elle a expliqué qu'à l'étape finale, juste avant le début de la fête, il y avait eu une demande pour changer le nom de la personne responsable des paiements de ma belle-mère au mien, car il était pratique pour la belle-fille de gérer les arrangements. Cette demande était soudaine et un peu étrange. Mais en raison de la pression temporelle et la confirmation du client, le système l'avait encore enregistré. J'étais debout là à écouter chaque mot. J'avais l'impression que quelqu'un serrait ma poitrine. Quand elle a dit mon nom correctement, tous mes soupçons n'étaient plus des spéculations. Tout est devenu une réalité nue et claire. Je me suis tourné vers ma belle-mère. Elle ne me regardait pas. Ses yeux bougeaient avec agitation, ses lèvres serrées. Elle paniquait clairement. La jeune serveuse a ensuite enlevé le badge de son uniforme. Elle m'a regardé à nouveau. Son regard était maintenant si familier et légèrement tremblant. Puis elle a dit, sa voix était basse, mais chaque mot était clair. « Je suis de oui, mademoiselle. Cousine éloignée du côté de la mer. Je t'ai reconnue à cause de ce collier. » Cette phrase m'a figé. Dans ma tête, des morceaux de vieux souvenirs sont soudain apparus. L'image d'une petite fille maigre qui accompagnait autrefois les adultes lors d'événements familiaux. Son regard timide debout derrière ses parents et le collier que ma mère portait habituellement lors d'occasions importantes. J'ai baissé les yeux sur le collier autour de mon cou. Mes mains tremblaient un peu. Tout s'est soudain assemblé d'une manière douloureuse. Regard familier depuis le début de la fête. La façon de poser lentement l'assiette. L'avertissement de garder le téléphone. Ce n'était pas toutes des coïncidences. C'était la prudence de quelqu'un qui réalisait que sa parente était en danger, mais n'osait pas parler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre choix. Dewey est retourné face au manager et a continué son explication.
Elle a dit que pendant le processus de travail, elle avait vu des indications d'une relation non naturelle entre ma belle-mère et l'homme étranger. L'homme était apparu plusieurs fois avec ma belle-mère lors de réunions précédentes. Leur conversation était très privée et semblait liée à des dettes impayées ou des services. Et la fête de ce soir pourrait très bien être utilisée pour légaliser la dette en déplaçant la responsabilité sur moi. L'explication était comme une bombe explosant dans le lobby de l'hôtel. Le manager n'avait aucun doute. Il s'est immédiatement retourné et a demandé au personnel d'appeler la police. En même temps, nous demandons que toutes les preuves, tant les documents que les données du système, soient sécurisées. Tout s'est passé si vite et décisivement. Il n'y avait plus de place pour les bavardages. Ma belle-mère paniquait vraiment à ce moment-là. Elle s'est tournée vers moi. Son regard était un mélange de colère et de peur. Sa voix s'est élevée, ne pouvant plus maintenir son image. « Tu veux mettre ta mère en prison. » Les mots sont juste sortis. Ce n'était plus une réprimande de belle-mère, mais le cri de quelqu'un qui sentait que sa sortie avait été bloquée. Je l'ai fixé longtemps. Pour la première fois de toute la nuit, je ne me sentais plus en colère ni blessé. Au lieu de cela, ce que je ressentais était un sentiment froid et une conscience écrasante. J'ai compris. Si j'étais encore douce maintenant, encore effrayée par ce que les gens diraient, alors je serais celle qui supporterait le poids des conséquences. J'ai répondu, ma voix n'est pas haute, mais elle est claire et confiante assez pour que tout le monde entende. J'essayais juste de me sauver. Après avoir dit ces mots, j'ai senti comme si une énorme pierre avait été levée de ma poitrine. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais je savais que j'avais fait le bon choix en me tenant du côté de la justice. Environ 15 minutes après que le manager ait appelé, la police est arrivée à l'hôtel. 2 officiers en uniforme sont entrés dans le lobby. Leur voix était sèche et ferme. Ils ont demandé à toutes les parties impliquées de rester où elles étaient, de ne pas partir, et de ne pas toucher aux documents. L'atmosphère déjà tendue est devenue encore plus lourde. Les chuchotements se sont lentement éteints et ont finalement disparu. Remplacés par un silence mêlé d'anxiété clairement visible sur chaque visage. Un officier a demandé au manager de coopérer en fournissant tous les fichiers de réservation, factures et images CCTV du lobby. La caissière a été demandée de s'écarter pendant que son écran d'ordinateur restait allumé. J'étais debout près du bureau de la caissière, ma main encore sur mon sac, sentant le battement rapide mais régulier de mon cœur. Dans ma tête il n'y avait plus une vague peur, mais une froide réalisation. La réalisation que tout avait atteint sa fin. Les images CCTV du lobby ont été jouées. Sur l'écran, la scène de moi debout devant la caissière. Ma belle-mère poussant une pile de papier vers moi. L'étranger debout derrière moi, assez proche pour exercer une pression. La caméra a aussi capturé les regards pleins d'attente des parents debout derrière moi, qui n'ont pas manqué le moment où j'ai repoussé la pile. Tout semblait se dérouler au ralenti sur l'écran. Mais en regardant en arrière, j'ai réalisé à quel point j'étais acculé. Un officier a pointé l'écran et a demandé directement à ma belle-mère. « Vous avez fait la commande originale ?» « Oui. » Ma belle-mère a secoué la tête, puis a rapidement ajouté d'une voix para. « Je voulais juste rendre ma famille heureuse. Je n'avais jamais pensé que cela tournerait comme ça. » C'était un cliché, le genre de phrase que les gens utilisent quand ils sont acculés, essayant d'admettre leur erreur tout en cherchant de la sympathie. La police a procédé à demander un historique des changements dans le système de réservation. Le manager a ouvert les données. Chaque trace de temps était clairement enregistrée. Initialement, la réservation était au nom de ma belle-mère. Puis, il y avait eu plusieurs services supplémentaires, salles privées et boissons chères, tous confirmés via son numéro de téléphone. Ce n'est que juste avant le début de la fête que le système a enregistré une demande pour changer le nom de la personne responsable du paiement au mien. Cette trace de temps. L'image a flashé sur l'écran, faisant retenir leur souffle à plusieurs personnes debout autour de nous. C'était trop évident. L'étranger a été emmené dans un autre coin pour être interrogé. Au début, il semblait agacé, niant même qu'il était juste une connaissance assistant à un événement familial et n'avait rien à voir avec le paiement. Mais quand la police a demandé sa relation avec ma belle-mère, et la raison pour laquelle il venait juste au moment du paiement, il est devenu nerveux. Après quelques brèves questions, il a été demandé de venir avec moi au poste de police pour une enquête plus approfondie sur la présumée collecte de dettes clandestines et la coercition. Alors qu'il s'éloignait, son arrogance d'avant a disparu.
Ce n'est qu'alors que j'ai pu prendre une profonde inspiration. Ma belle-mère ne pouvait plus se retenir. Elle tremblait. Ses mains agrippaient le bord du comptoir. Des larmes ont commencé à couler. Sa voix a complètement changé de sèche à suppliante. Je voulais juste protéger le bon nom de la famille, monsieur. J'avais peur de faire honte à mes parents. J'avais peur de ne pas pouvoir rendre mes enfants et petits-enfants heureux. Ces mots étaient prononcés entre des sanglots. Cela sonnait incroyablement déchirant si on ne se souvenait pas du contexte complet de l'incident. La police a écouté, mais n'a ni consolé ni réprimandé. Un officier a expliqué très clairement, sa voix plate et sans émotion. Si la dame signe le document, cela signifie qu'elle peut être légalement responsable de tous les coups encourus, y compris ceux qu'elle n'a pas utilisés. Cette affaire implique des éléments de falsification de nom et de coercition. Nous sommes obligés de suivre. En entendant cela, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Bien que j'avais suspecté, c'était seulement quand je l'ai entendu directement des autorités que j'ai pleinement compris le danger du piège dans lequel j'avais failli tomber. Mon mari est resté figé derrière moi. Depuis l'arrivée de la police, il n'avait pas dit un mot. Son visage était pâle, son regard vide, comme quelqu'un qui venait de se réveiller d'un cauchemar. Je l'ai regardé, plus en colère. J'ai compris que c'était la première fois qu'il réalisait vraiment que cette affaire avait tourné bien au-delà de sa simple croyance que c'était juste une affaire de famille qui pouvait être résolue par une discussion. Les parents ont commencé à se disperser. Ceux qui étaient intervenus, qui avaient lancé des mots blessants contre moi, évitaient maintenant silencieusement le regard de la police, du manager, et même du mien. Personne n'osait défendre ma belle-mère. Leur silence était plus révélateur pour moi que n'importe quelles excuses. La police a préparé un rapport d'enquête préliminaire dans le lobby, a enregistré tout l'incident, sécurisé les documents pertinents, et demandé à toutes les parties de coopérer. Enquête plus approfondie. Avant de partir, un officier a délivré une conclusion préliminaire. Cet incident présentait des indications de fraude, de coercition et de falsification de noms qui nécessitaient une enquête plus approfondie. Ces mots ont couronné une nuit que je n'oublierai jamais. J'étais debout là, regardant le lobby de l'hôtel maintenant déserté. Les lumières étaient encore aussi brillantes qu'avant, mais l'atmosphère était complètement différente. J'ai touché le collier autour de mon cou, sentant mon battement de cœur revenir lentement à la normale. C'est alors que j'ai vraiment réalisé que je venais d'échapper à une grande catastrophe. Pas par chance, mais par une vigilance opportune et par quelqu'un osant dire la vérité. La fête d'Aïd s'est terminée non pas par des rires ou des félicitations, mais par un rapport soigneusement relié dans un dossier. Les feuilles blanches de papier avec une écriture noire froide et directe ont couronné une soirée qui, quelques heures plus tôt, avait été décrite comme une célébration familiale. Quand la police est partie, le lobby de l'hôtel est retourné à son calme habituel. Mais pour moi, tout avait changé. Les lumières étaient encore vives, le sol encore brillant, seulement le sentiment en moi ne pouvait pas tout à fait revenir à la normale. J'ai suivi la police au bureau pour fournir une déclaration, selon la procédure. Dewey m'a accompagné. Elle n'a pas dit grand-chose, juste. Assise tranquillement à côté de moi, sa petite silhouette semblait remarquablement résiliente. En chemin, j'ai réalisé que je ne tremblais pas comme j'avais tremblé en debout devant la caissière. Peut-être parce que, quand tout était révélé, même les plus grandes peurs n'avaient nulle part où se cacher. J'ai lentement raconté tout l'incident, depuis l'appel téléphonique nous pressant de rentrer pour dîner le deuxième jour de l'Aïd jusqu'au moment où la pile de documents m'a été remise. Chaque détail a été enregistré, sans ajout ni soustraction, exactement comme cela s'était passé. Quand je suis sorti du poste de police, il était tard dans la nuit, le vent de la nuit soufflant doucement, apportant le froid typique du début d'année. La déesse debout à côté de moi a chuchoté doucement. Heureusement qu'elle était alerte. Je l'ai regardée. Mon cœur était rempli d'un sentiment difficile à expliquer. Si elle n'avait pas reconnu mon collier ce soir, n'avait pas eu son avertissement opportun, n'avait pas eu le courage d'avancer et de dire la vérité, je n'oserais pas imaginer mon destin. Il y a des parents proches qui ne te protégeront pas même pour une vie entière. Mais il y a une cousine éloignée que tu pensais être une étrangère qui apparaît au bon moment pour te tirer du bord du précipice. Quelques jours plus tard, l'histoire s'est rapidement répandue parmi les parents sans que personne ait besoin de la raconter. Le fait que la police soit intervenue la nuit de l'Aïd était déjà suffisant pour que tout le monde comprenne à quel point cette affaire était sérieuse.
Le bon nom que ma belle-mère avait essayé de préserver avec une fête somptueuse s'est effondré du jour au lendemain. Les gens qui étaient intervenus avec des mots qui m'avaient laissé sans souffle sont soudain devenus silencieux. Personne n'appelait plus, personne ne mentionnait la fête de cette nuit. C'était comme si tout le monde avait silencieusement reconnu que certaines choses étaient mieux laissées dans le silence. Ma belle-mère a dû faire face à l'enquête appropriée. Je ne me sentais ni heureuse ni satisfaite. À l'intérieur, je ressentais seulement de l'épuisement. L'épuisement de réaliser que, pour le prestige, pour ne pas être inférieure aux autres, elle avait poussé sa propre belle-fille dans une situation aussi dangereuse. L'épuisement de comprendre que certaines personnes, quand aveuglées par la peur de perdre la face, ne discernent plus la ligne entre le bien et le mal. Mon mari m'a présenté des excuses silencieusement. Il n'y avait pas de grandes promesses, pas de longue défense, juste une très calme excuse. Une nuit, quand nous étions assis l'un en face de l'autre, je l'ai entendu et j'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas réprimandé, ni argumenté. Mais à l'intérieur, dans mon cœur, je savais qu'une confiance avait été brisée et ne serait jamais restaurée. Son silence à ce moment crucial était quelque chose que je n'oublierai jamais. Peu importe à quel point j'essaie, je ne raconte pas cette histoire pour blâmer ou juger qui que ce soit. Je me sens simplement triste pour une famille où le moment d'Eid al-Fitr, qui aurait dû être un temps pour renforcer les liens, est devenu un temps pour la comparaison, le calcul et finalement, la blessure. Il y a un prix à payer qui ne peut pas être mesuré en argent, mais en cœur brisé. J'ai rencontré Dewey à nouveau quelques jours plus tard. Nous nous sommes assises dans un café, parlant de choses très ordinaires. Comme si cette nuit d'Eid n'avait été qu'une tempête qui était passée. Je l'ai remerciée non avec de beaux mots, mais avec sincérité. Elle a souri et a dit qu'elle avait seulement fait ce qu'elle pensait être juste. Je l'ai regardée et pensé, parfois les gens qui nous sauvent ne sont pas les plus proches, mais ceux qui ont l'esprit clair et sont assez courageux pour dire la vérité. Cette nuit-là quand je suis rentré à la maison, j'ai enlevé mon collier et l'ai tenu fermement. Il était encore là, frais et familier comme un rappel. Je l'ai placé sur la table et me suis assise. Un long silence. Je ne me suis rien promis de grand, juste une promesse de vivre plus consciemment, de savoir quand arrêter, et d'avoir le courage de dire non quand nécessaire. Un festin d'Eid qui était initialement juste pour le spectacle a finalement exposé l'avidité et le prix qu'il a coûté.